L'été dernier, à son retour de vacances, Madame avait fait le choix de supplanter le traditionnel porte-clés Tour Eiffel en guise de souvenir par des livres de Michel Houellebecq. J'ai donc essayé d'y accrocher mes clés, mais rien n'y fait. Il semblerait que ce cadeau soit voué à un autre usage. Donc, que me proposes-tu, Michel? La transformation radicale et globale de la vision du monde qu'en a l'humanité, plus importante encore que le christianisme et la science moderne? Ok, mais en pratique, ça reste quand même moins utile que le porte-clés. Michel Houellebecq est un personnage que j'ai lu que très récemment, mais qui m'avait toujours un peu intrigué auparavant. Je l'ai vu pour la première fois de passage sur un plateau quelconque où on ne manquait pas de rappeler à quel point c'était exceptionnel de l'avoir comme invité. Après une interview qui a assassiné le concept même de l'enthousiasme, rien ne m'était resté si ce n'est qu'il a quand même une tête marrante. C'est finalement que très récemment que je me suis enfin penché sur un livre de ce monsieur, et j'ai choisi pour cela son livre-titre le plus intriguant selon moi, Les particules élémentaires. Donc, Les particules élémentaires racontent l'histoire de Bruno et Michel, deux demi-frères abandonnés par une mère aux coutumes plutôt légères et permissives. Ils grandiront séparément dans des contextes bien différents. Bruno est un obsédé sexuel qui deviendra prof de littérature pour se rapprocher de jeunes adolescentes. Un jour, il va passer 2 semaines dans une sorte de camp hippie où on fait des trucs comme se rouler par terre en réclamant un nounours ou parler avec la terre dans des positions quelque peu bizarres. Il cherche des personnes avec qui coucher et va rencontrer Christiane qui vient un peu dans ce même but. S'ensuit des pages d'orgie pas franchement passionnantes si vous voulez mon avis. Parallèlement, Michel mène une carrière scientifique où il travaille notamment sur le clonage. Contrairement à Bruno, il ne ressent pas vraiment de désir sexuel pour personne et mène une vie plutôt repliée sur lui-même, dévouée à la science. Bref, rien de bien folichon, excepté que ce personnage va contribuer à déclencher une révolution à l'échelle de l'humanité tout entière. Et quelle est cette révolution ? Vous croyez que vous allez le savoir d'entrée de jeu, comme ça? Eh bien moi aussi, mais le livre n'en parle plus jusqu'à son épilogue, c'est-à-dire la page 307. Pour illustrer ma relation un peu frustrante avec ce livre, je vous présente Ernest. Ernest passe sa vie à indiquer le degré d'intérêt du lecteur que je suis en fonction de mon avancée dans le roman. Et il a aussi un petit job de serveur à côté de ça. Donc dans son prologue, le livre annonce la mutation métaphysique la plus importante de l'histoire de l'humanité, et Michel y aura un rôle clé. À ce moment, Ernest est au sommet de l'emballement. S'ensuit plusieurs chapitres qui retracent parallèlement l'enfance de Michel et de Bruno, un peu plus mou, puis une longue partie qui se concentre sur la recherche du plaisir sexuel de Bruno, allant jusqu'à éclipser complètement Michel. Quelques parties offrent des soubresauts enthousiastes à Ernest, comme une longue discussion critique sur l'œuvre d'Aldous Huxley, notamment sur Le meilleur des mondes et l'île, mais Ernest descend encore un peu en voyant que la conclusion s'approche et que je me sens fortement trahi par les promesses de l'introduction. Je me prends alors à désirer de violenter le livre quand soudain, l'épilogue arrive et répond enfin à mes attentes, refaisant grimper Ernest en flèche. C'est à l'épilogue que j'ai donc enfin compris le sens du livre. L'auteur ne souhaitait pas s'étendre sur cette grande mutation métaphysique, mais sur la nécessité qu'elle nous arrive. Et qu'apporte-t-elle de si bien que nous n'avons pas actuellement ? Un mot, le bonheur. Ainsi, tout le livre est une quête de bonheur et l'épilogue est la découverte de celui-ci. Bruno est hédoniste et se laisse guider par ses désirs primaires. Michel est plutôt un stoïcien qui s'efforce de ressentir le moins d'émotions possible pour être en paix. Mais malgré ses tentatives, aucun des deux n'est heureux. Les causes sont nombreuses. C'est ainsi que l'auteur profite de son livre pour accuser le système consumériste, l'individualisme qui ne fait que créer une compétition entre les individus, ou encore les idéologies, notamment l'héritage de mai 68 qui serait l'équivalent d'un placebo au grand problème de l'humanité. Mais tout ça, finalement, c'est pas bien nouveau, et le diagnostic m'a donc un peu ennuyé durant une grande partie du livre. Houellebecq n'aurait peut-être qu'un intérêt limité à produire un pessimisme franchement vénéneux s'il ne se démarquait pas par 2 points importants. D'abord, si Houellebecq développe plusieurs sujets, il parvient néanmoins toujours à les lier les uns aux autres et même à les subordonner les uns aux autres. Ainsi, tous les problèmes de société sur lesquels l'auteur s'arrête sont subordonnés à des problèmes plus grands encore. Houellebecq jongle ainsi entre des enjeux sociaux contemporains et des enjeux qui relèvent de la philosophie existentielle à l'échelle de l'humanité. Ensuite, il y a le fait que Houellebecq propose une solution à cette constatation, et il s'agit là de notre grande mutation métaphysique promise en introduction du livre. Donc je pense que je peux vous la révéler maintenant, et je sais que j'ai pas pour habitude de spoiler, mais ici, j'ai l'impression que le livre serait peut-être plus intéressant à lire en connaissant la nature de cet événement plutôt qu'en l'attendant, car cela permettrait de faire le lien entre la conclusion du livre et sa longue argumentation en faveur de celle-ci. Donc cette grande révolution est purement et simplement l'extinction de l'espèce humaine. Alors oui, ça peut paraître un chouïa radical là comme ça, mais
prenons le temps d'expliquer. En gros, à travers la manipulation génétique, il s'agit de faire disparaître les maladies et de créer des êtres immortels. Ces êtres, libérés de l'urgence de vivre et d'accomplir des trucs, s'intéresseront toujours à la science et à l'art en y recherchant le vrai et le beau plutôt que d'essayer de s'affirmer sur son prochain avant de casser sa pipe. Ce monde ressemble à un paradis que l'espèce humaine aura recherché et qu'elle n'aura jamais su trouver à cause de sa mortalité. Enfin libre de son destin, elle pourra alors enfin être heureuse. La fin du livre a donc clairement des allures de SF et propose une manière d'appréhender le bonheur et le monde qui laisse à méditer, même si on peut se dire que l'absence de maladie et de mort ne va pas forcément nous émanciper de notre désir de surpasser notre prochain. Néanmoins, l'auteur a sans doute bien plus réfléchi à la question que moi, et je lui fais donc confiance sur la possible légitimité de ces liens. Donc possible, mais à vérifier. Bref, le livre va loin, mais il faut attendre son épilogue pour avoir une énorme partie de sa richesse. Et tout ce qui vient avant sert à nous convaincre de la légitimité de cette fin. Dans ce sens, ce livre est donc un peu décevant. C'est comme aller chez le médecin et se faire contrôler toute la journée avec à chaque fois des commentaires du type: oh là là, ah bah ça va pas fort. Oh, c'est censé être comme ça ici? Ah bah décidément, y a rien qui fonctionne. Et qu'il conclut par: bon ben, je vous prescris la mort parce qu'il y a rien à faire. Mais vous inquiétez pas, hein, j'ai prélevé un peu de votre ADN et votre clone immortel vivra beaucoup mieux. Au revoir. J'en reviens donc à ce paradoxe terrible où je n'ai pas aimé le livre parce que c'était long d'en arriver là, mais où je l'aime parce que son point d'arrivée, aussi débattable soit-il, m'oblige à réévaluer tout ce que j'ai pu lire avant d'un œil nouveau et plus largement un terreau de réflexion assez riche. C'est pourquoi, s'il vous intéresse, je vous conseille de lire son introduction, puis son épilogue, et ensuite seulement l'histoire. D'ailleurs, je serais curieux d'avoir un retour d'une personne qui ferait ainsi. Quant à moi, puisque je ne suis pas immortel, je vais m'empresser de découvrir tous les livres que j'aimerais encore lire. Je crois que je vais quand même prendre rendez-vous pour le clonage.